Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain, je suis sur la chaîne La Chariote du Beaumont. Ouais. Je suis là pour une interview que je n'ai encore jamais fait, une interview en voiture. Non mais ton invitation m'a interpellé, j'ai vu ton mail et je me suis dit tiens, ce nom est vraiment trop chelou pour que ce soit mauvais. Allons regarder ce qu'il fait. Ah mec, la chariote du beau monde. J'ai fait mais quel est le gars qui a pu appeler une chaîne YouTube comme ça? Bah moi. Ben c'est pour ça que je suis allé regarder. Vraiment, je te jure. Bah première question, comment l'envie de faire ça t'est venu? J'avais 10-11 ans quand mon oncle à chaque fois me mettait dans les mains aux anniversaires et à Noël un appareil photo, dans les mains un 5D Mark II, et j'adorais prendre des photos avec. Au fur et à mesure, j'ai vraiment aimé ça, donc j'en ai demandé un à mon anniversaire. Donc j'ai eu un Canon 1000D vers mes 14 ans, 13-14 ans. Au fur et à mesure, j'ai voulu apprendre de plus en plus de techniques photo, donc j'ai regardé de plus en plus de vidéos YouTube juste en tapant sur internet du coup comment faire une photo de bouger, machin, etc. Et là je me suis dit bah en fait pourquoi c'est pas toi qui vas le raconter aux autres? Et puis au final quand j'étais au lycée, que j'ai commencé à montrer une ou deux vidéos à des potes, et ben je leur ai dit bah les gars, quand vous achetez des produits high-tech, après avoir été passé à la Fnac les acheter, vous venez chez moi avant de les utiliser, comme ça moi je les déballe et je fais une vidéo dessus, je les teste. Putain, et c'est comme ça qu'en fait j'ai fait mes premières vidéos. C'est mes potes qui allaient acheter des produits à la Fnac. Moi je les motivais, j'étais un bon commercial. Je leur disais mec, prends le casque Triton, il est nouveau. En plus il est nouveau, il n'y a pas de vidéo dessus. Prends. Et là maintenant t'en es à... Ben maintenant c'est une société qui fait vivre des personnes et pour laquelle je me réveille tous les matins et c'est magique mec. C'est trop bien. C'est un rêve bleu. Voilà. Moi l'école j'ai jamais réussi là-dedans et à 15 ans je demandais un peu à mes potes ce qu'ils voulaient faire plus tard. Donc il y en a un, il savait déjà qu'il voulait faire ça toute sa vie, machin, etc. Tout le monde savait à peu près mais à des toutes petites échelles. Et moi je voulais juste rêver en fait. Je me suis dit mais pourquoi je suis à un endroit où tous les gens savent à peu près ce qu'ils veulent faire dans des trucs un peu bateaux et pas vraiment ce qu'ils veulent pas faire, alors que moi j'ai déjà mon idée bien précise de je veux produire des vidéos. Quand j'ai eu 16 ans, que je suis rentré en cours, j'avais dit à ma mère écoute, n'achète pas les fournitures scolaires et tout, ça sert à rien, je vais vraiment arrêter les cours et tout. Elle n'arrivait pas à y croire, toute ma famille était vraiment contre, je sais que j'allais me mettre à l'encontre de tout le monde pendant 2 ans. Donc je suis allé en cours le lundi de la rentrée. Le lundi soir, à 16h, je demande à aller aux chiottes en urgence, etc. Je savais qu'on ne pouvait jamais avoir de rendez-vous avec un directeur, c'est toujours compliqué, il faut convoquer, machin, etc. Et je vais pas aux chiottes, évidemment, je vais au secrétariat. Je dis bonjour, j'aimerais parler au directeur. Il me dit non, non, il est occupé. Tu sais, comme dans un film, je dis oui, oui, mais il est juste là, je toque, je rentre sans rien demander à personne. Normal. À ce moment-là, le directeur me reçoit, je passe une demi-heure et en fait, c'est mon premier rendez-vous marketing, quoi. Donc, je lui expose mon business model, la façon dont je vois le truc, mes vidéos, à qui je pourrais les vendre, comment ça pourrait marcher. Et là, il me dit ok, bah, c'est genre trop bien. Il trouvait le projet trop intéressant. Il m'a dit moi, je veux bien te laisser un an sabbatique. Et si dans un an tu n'y arrives pas, que tu vois que tu galères, bah, tu reviens ici, je te fais une promesse de te réaccepter dans l'établissement. Donc voilà comment c'est parti. Donc je suis arrivé à la maison, j'ai écrit un papier noir sur blanc comme quoi j'allais arrêter les cours le lendemain, aucune personne me croyait. Au bout d'un an ça se passe pas trop mal, mais je gagne pas non plus 4000 € par mois, tu vois. Je suis à 600-700 € par mois. Déjà, au bout d'un an d'activité, t'as 16 ans, c'est déjà génial, t'as une régularité en fait, c'est ça. Et au bout d'un an, j'ai déménagé avec une ex-copine à Périgueux, au fin fond du trou du cul de la France, parce que je voulais être tout seul pour vraiment m'assumer à 17 ans en me disant ok, maintenant tu vas savoir pourquoi tu as besoin de thunes. Parce que tu étais chez tes parents, on te payait un peu tout. C'était facile, même si tu gagnes 500-600 balles, on te paye le loyer, on te paye la bouffe. Non, écoute, ça va, c'est facile aussi, tu vois, tout le monde peut le faire à ce moment-là. Donc là je me dis encore un peu plus... Là je me dis à 17 ans ok, casse-toi, vis tout seul, on va y arriver, on va faire ça comme ça. Et puis c'est à Paris en fait, quand j'ai eu un premier pied-à-terre à Paris où j'ai rencontré énormément de gens dans le milieu. J'ai pas arrêté de faire des rencontres d'entrepreneurs, des conférences, ça m'a appris plein de choses. Et c'est là en fait où je me suis vraiment découvert comme un réel entrepreneur qui avait envie de toucher à tout comprendre. Je suis très régulé et un peu... Enfin, quand tu me connais personnellement, les gens qui me connaissent vraiment personnellement me comparent vraiment à un psychopathe. Je te le dis vraiment honnêtement, dans la vie de tous les jours, pour avoir le sérieux. En fait, le plus dur dans un milieu comme ça, quand tu es entrepreneur, c'est la rigueur. Réussir à se réveiller un matin à 6h en se disant ouais, je vais au sport puis je fais ça, c'est facile. Réussir à le faire tous les matins pendant 10 ans, c'est beaucoup plus dur. T'as pas vraiment de journée type toi, en vrai? Si, je me couche très tôt. Je me couche je dors entre 21h30 et 23h maximum.
et je me réveille entre 6h et 7h, naturellement sans réveil. Putain, c'est bien. Pas besoin de réveil ou quoi que ce soit, mais je fais des vraies bonnes nuits. Et je travaille énormément la matinée. L'après-midi, souvent, je prends beaucoup de temps pour moi. Donc la matinée, mais je peux partir au studio à 6h du matin, 6h30 du mat parfois. Donc souvent, le matin, je pars à 7h. En moyenne, je pars à 7h30, tu vois, bosser. Alors que ça soit de chez moi, quand je dis bosser, ou que ça soit dans des studios ou des rendez-vous que je fais. Et après, souvent, moi, je considère que ma journée s'arrête vers 15-16h. Tout ce que je fais après 15-16h, si c'est des soirées ou autres, c'est des choses qui me font plaisir. C'est du bonus, c'est des calls avec des clients pour réfléchir à des choses. Mais c'est pas des choses qui me demandent de la créativité. C'est des choses qui me demandent de la réflexion. C'est juste, tu vois, des choix à faire. Et c'est magique, c'est une aventure magique. Je peux souhaiter à tout le monde de vivre ce qu'on peut vivre là aujourd'hui. Si c'est vraiment ce qui vous plaît, vous fait vibrer. Mais qu'est-ce que vous allez en chier si ça vous plaît pas à fond, quoi. Parce que là, vraiment, vous allez vous forcer et vous allez rien comprendre à ce qui vous arrive. Ça. Et en fait, moi, j'ai remarqué les gens, même moi, hein, quand j'ai commencé ça, c'était juste au début, tu vois, pour kiffer. Mais je me rendais pas compte déjà à mon petit niveau. T'as vu ? Du boulot qu'il y a derrière. Charger les 3 cams, formater les cartes SD, installer les cams, prendre rendez-vous. Voilà, penser, machin, aller démarcher les gens, les machins, les trucs et tout. Et en fait, il faut tout le temps penser. Tout le temps, genre, tiens, il y a un beau truc, il faut que je le prenne en photo, il faut que je le prenne en story. C'est exactement ça. Comment tu vis un peu, tu sais, à partir du moment où tu as commencé à être reconnu dans la rue un petit peu, etc. Moi, je partage aux gens notre passion commune, la technologie, tu vois. Donc, je pense que d'un côté, j'ai eu la chance de ne pas attirer et de faire en sorte de ne pas attirer toute cette communauté un peu malsaine qui va vouloir voir ta vie haute, parce que ma vie, en fait, je leur ai très vite dit, comme là dans les interviews, qu'elle n'est pas mirobolante, quoi. C'est un mec qui se chie un peu tout le temps dessus pour travailler, qui profite de la vie quand il a envie de se détendre un peu. Un mec lambda, en fait. Je suis un mec comme tout le monde, simplement. J'essaie juste de me bouger pour faire plein de choses qui me plaisent. Donc ça, je le vis vraiment bien parce que c'est tout le temps à petite échelle. Là, je pourrais marcher aux Champs-Élysées, même avec le sweat rouge, personne va... Ou peut-être une photo, tu vois. Et en plus de ça, c'est des gens plus âgés sur ma chaîne. Quand je parle de télé 8K, quand je parle de télé à 5 000, 20 000 euros, j'ai aucun Jean-Kévin 11 ans qui fait une photo. Tu vois, ça m'arrive jamais. J'ai plutôt un mec de 25-30 ans qui me dit putain, c'est chouette, je vous regarde avec mon fils, je vous regarde avec ma femme, le week-end on regarde des vidéos. J'ai beaucoup plus cette communauté-là. Donc elle est cool. C'est quoi l'aspect de ton métier que tu préfères? Je pense que ce qui me stimule, et tous les entrepreneurs te diront que c'est à la fois un côté négatif aussi, c'est l'inconnu. C'est que là, je peux arriver au studio en me disant que j'ai une énorme merde pour la vidéo de samedi ou que j'ai un truc ultra gros qui s'est pas du tout passé, ou pire, il y a un super gros client de l'année dernière qui attendait quelque chose et que j'ai totalement oublié de le faire, ça fait 1 mois et demi de retard sur un truc. Et au final, tous ces problèmes-là, ça te stimule pour t'améliorer. Et moi, plus j'échoue, plus j'apprends. Donc en fait, ce qui me plaît dans mon métier, c'est que j'ai un métier qui est voué à l'échec avant même d'essayer. Tu sais que tu as plus de chances de perdre dans une journée que de gagner dans ce que je fais. Il y a tellement de projets que j'essaie de gérer que forcément j'ai plus de chances mathématiquement de perdre plein de projets que de les remporter. Donc c'est ça qui me plaît parce que je me dis que plus je vais échouer, plus je vais comprendre, plus je vais pouvoir apprendre et tu vas être meilleur. Et plus ceux que je vais réussir, je vais les réussir encore à des levels plus hauts. Exactement. C'est quoi le côté que tu aimes le moins? Le côté que j'aime le moins dans mon milieu? Dans ton boulot. Les humains. Faire des interviews non, dans les des humains. voitures. Non, je te jure. Ah ouais, c'est vrai. Les humains du milieu, c'est t'es un bout de viande. T'es un bout de viande au milieu des autres. La plupart du temps, on s'en bat les couilles que ta vidéo elle soit jolie ou pas jolie, avec un beau stabilisateur, avec une équipe, on en a rien à carrer. Si t'as pas 1 million d'abonnés ou que tu fais pas 500 000 vues, on en a rien à foutre. Mais oui, mais c'est normal. D'un autre côté, je peux les comprendre. Eux, ils veulent mettre un billet pour ressortir avec 2 billets. Voilà comment marche aujourd'hui le monde, hein. On va pas vous l'apprendre. Donc aujourd'hui, ce que j'aime le moins dans mon milieu, c'est la relation humaine, parce que je parle vraiment avec le business, hein. Attention, pas du tout avec mon crew, les gens que j'apprécie, les abonnés, ça n'a rien à voir. S'il y avait quelque chose que tu voudrais changer, une décision que tu as prise et que tu regrettes, etc., ça serait... Non, je pense pas qu'il faut avoir de regrets, parce que si tu as des regrets, c'est que tu n'as pas apprécié d'échouer. Tu vois? Et je pense que il faut apprécier quand tu te plantes. Moi vraiment, et je le dis, les gens ne le savent pas, peut-être que j'en ai jamais parlé, mais j'ai coulé beaucoup d'argent dans des boîtes qui n'ont jamais vu le jour.
J'ai mis du pognon dans des boîtes et j'en ai perdu beaucoup. Mais c'est bien. Et c'est bien. Et quand tu liquides une boîte, ça te refroidit la tête. Ouais. Quand tu fous de l'argent depuis 2 ans, que tu y crois, que tu passes des coups de fil toutes les semaines et qu'un beau jour t'appelles et que tu dis les gars là, stop, on liquide. On ferme, on liquide, c'est fini. Il n'y a plus d'argent dans cette boîte, on n'en mettra plus un seul centime, c'est fini. Et bah là, mec, tu redescends d'un coup. Et tu fais waouh, ma première boîte liquidée, yes. Allez, à la suivante. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je vais réouvrir et j'adore ça. En fait, moi, je pense que il faut être prêt à investir, mais en fait, une fois que tu l'as investi, il faut que dans ta tête, tu te dises, je l'ai plus l'argent, il est plus là. Ah bah de toute façon. En fait, moi, c'est ce que je me dis, je l'ai perdu. Dès le début, je me dis, ça. Tu vois, je me dis dans ma tête, je l'ai perdu. Il est perdu. Si un jour il revient, tant mieux, ce sera un bonus. Voilà, exactement, c'est ça. Et c'est ce que je me dis. Ta pire crainte, c'est quoi ta pire crainte? J'ai pas peur. T'as pas peur? Si, mais plus des choses personnelles, de perdre des repères qui me sont proches, la crainte, tu vois, de ne plus être au contact de certaines personnes de ma famille, Ok, si d'accord, demain. je vois, ouais. Mais des craintes business, tu t'entoures de gens corrects. Comme tu le disais, je pense que je pourrais rebondir. Je sais que j'aurai des propositions ou que je pourrais retrouver des métiers qui me plaisent si demain j'avais envie d'arrêter toutes mes structures ou mes trucs et tout. Le pire pour un entrepreneur, c'est de perdre des repères qui lui sont personnels. Ça peut être des trucs bêtes, mais des gens de ton entourage qui te quittent. Ouais. Tu vois, tout ça, je pense que c'est une vraie crainte parce que je ne sais pas encore comment je réagirai. Psychologiquement, j'ai peur de mes réactions sur ça. Ok. Une petite anecdote à nous raconter sur n'importe quoi. Une anecdote de tournage, enfin, je sais pas. J'en ai une récente. Récemment, j'ai présenté un très très gros setup. Un gros setup. Vraiment, personne ne le sait ça. Je l'ai jamais dit. C'est récent et j'ai jamais dit. On filme tous les rushs. Donc, on reçoit un très gros setup au studio. C'est pas le truc, Plusieurs milliers d'euros. Ouais. On installe tout le truc et tout. On fait tous les plans, le face caméra. Tout est calé, machin, dans l'ordi et tout. Habituellement, mon process, c'est je dérush les cartes. Je les mets dans un dossier local de mon ordi qui est copié automatiquement dans mon NAS. Pour avoir une triple sauvegarde en fait, parce que dans mon NAS j'ai double disque dur aussi, donc j'ai une sauvegarde en miroir et autres. Il se trouve que cette fois-ci je fais la sauvegarde dans le disque dur, la sauvegarde se fait pas dans le NAS. Il y a le live 24 heures qui se passe et je fais mon ménage dans l'ordi et je me dis bah tiens, l'autre vidéo c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est copié dans le NAS, je supprime la vidéo, j'éteins l'ordi, je le laisse éteint en plus pendant un moment parce qu'il y avait le live 24 heures qui se déroule. On arrive avec Florian, il avait déjà fait un premier rendu, on voulait modifier le rendu pour le renvoyer en validation avec le partenaire de la vidéo. Et là, impossible de retrouver la vidéo, impossible de retrouver le projet. Donc tu t'es fait livrer un setup énorme, tu as passé 4 jours de prod dessus, tu es rémunéré par le client. Comment tu te vois appeler le client en lui disant j'ai plus rien, faut que je refasse tout, faut tout me renvoyer quoi. Ça lui coûte une couille de ouf en plus à lui parce qu'en frais d'envoi, un gros setup comme ça. Il y a un logiciel magique, magnifique. J'ai fait un don incroyable d'ailleurs juste après l'avoir utilisé parce que je l'utilise depuis très longtemps, qui s'appelle Recuva, R-E-C-U-V-A. Là, le fait que je n'ai pas formaté mon PC ni mon disque dur, mais que j'avais juste supprimé et que je n'avais pas réécrit sur le disque dur, Recuva a réussi à tout récupérer et j'ai perdu 2-3 petits plans séquences vidéo qui me manquaient pas dans la vidéo finale. Donc j'étais dans un état. En fait, tu me vois quand tu ouvres la porte, tu me vois, j'étais blanc comme si j'allais m'évanouir. Et je me suis dit, mais mec, tu perds une semaine de taf, tu dois reprendre une semaine de taf, il est où ce putain de dossier? On a cherché dans tous les SSD, tous les disques durs, toutes les cartes, on n'avait plus rien. Voilà, t'as l'anecdote en exclu. Mec, j'ai passé un trop bon moment. C'est vrai? Ouais, vraiment. Non, vraiment? Ouais, vraiment. Bon, c'était super agréable. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Je pense que ça plaira aux gens de me découvrir un petit peu comme ça. Ils aiment bien entendre parler comme ça. C'était Romain pour la chariote du beau monde. Merci beaucoup et à la prochaine pour une future vidéo. Salut. Ciao.